Vue du ciel, l'impression de découvrir un vaisseau spatial. Le stade olympique Alassane Ouattara, le plus grand stade de Côte d'Ivoire, dans la localité d'Anyama, au nord d'Abidjan. Il accueillera, entre autres, la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les vestiaires, dans les salons VIP et dans les tribunes, l'attention sera à son comble. Ce sera le cas également dans cet autre stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny, connu également sous le nom de Félicia, au cœur du quartier des affaires du plateau. Un stade rénové pour la compétition, aux installations impressionnantes. Une capacité de 27 900 places. Deux stades, deux atmosphères différentes dans une ville, Abidjan, qui ne cesse de se réinventer et de surprendre. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Avec ses plus de 6 millions d'habitants, entourée par la lagune ébriée qui a donné son surnom à la ville, la perle des lagunes, une ville aux multiples facettes à l'incroyable énergie, avec son quartier des affaires, le plateau, Mini Manhattan. Découvrir le plateau en regardant vers le haut. Ici on a la pyramide, donc bâtiment emblématique d'Abidjan, de son skyline. Sa forêt du Banco, deuxième plus grande forêt urbaine dans le monde, après celle de Rio de Janeiro. C'est la chance qu'on a justement, on n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour aller en visite quelque part, donc on a ça chez nous, on profite, voilà. On respire, c'est ça, on respire. Ces galeries d'art contemporain. Et Abidjan est une place qui compte déjà dans l'art, bien sûr, et qui comptera de plus en plus. Moi, personnellement, j'en ai la certitude. Ces couturiers de renom du quartier de Trècheville. Trècheville, depuis des décennies, demeure la capitale de la mode africaine. Ces femmes, productrices d'atiéké dans le quartier de Blocos. L'atiéké c'est important, mais ça doit être bien fait. Pour ne même pas qu'il y a petit sable même dedans même. Donc on prend tout notre temps pour bien faire, pour que ça soit bien doux. Lorsque ça voyage pour partir, pour que les gens puissent aimer pour manger. Une ville dont les alentours invitent à l'évasion. Le patrimoine de Grand Bassam. C'est à Bassam que tout a commencé. Bassam, c'est un site intemporel, c'est un musée à ciel ouvert. Bassam, c'est ses maisons, c'est son architecture, c'est sa chaleur, c'est ses plages. Les décors préservés de l'île Boulet, ou encore les plages d'Assini et les trésors naturels des îles Éotilées. C'est tout bien taillé, comme si c'était l'homme en fait qui avait fait. C'est ça qui est un peu... Je sais pas, je suis émerveillée un peu si tu veux. Bienvenue à Abidjan, la trépidante.
On le surnomme le Petit Manhattan. L'incontournable quartier des affaires, le Plateau, vit au rythme du business. Mais c'est aussi un trésor architectural. Pour le découvrir, nous suivons l'architecte Issa Diabaté. Ce passionné organise des visites guidées pour nous plonger dans l'histoire de ces bâtiments. Le parcours démarre dans la célèbre rue du Commerce. Elle fut au cœur de l'ancienne colonie dans les années 30. L'architecture y est typique de cette époque. Ici, on voit bien en fait l'échelle des bâtiments de l'époque. C'était plutôt des bâtiments de ce type, avec commerce en bas, et ici, habitation en haut. Il est très beau. Il est très beau. En fait, c'est... Exactement. Pas mal de bâtiments de cette époque, qu'on va voir un peu plus loin, ont été influencés par le mouvement Art déco. Donc, les ailettes, les arrondis, les espèces de stries qu'on retrouve en dessous des fenêtres. Dans cette artère dédiée au commerce, les bâtiments étaient conçus pour bloquer l'ensoleillement, selon les principes de l'architecture bioclimatique. Direction, le célèbre marché au pagne, où il fait bien frais. Je ne sais pas si vous ressentez l'effet bioclimatique ici. C'est dû en fait à la trémie qu'il y a au milieu et l'ouverture de part et d'autre. Donc ça crée un effet cheminée. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de climatisation, l'architecture s'adaptait véritablement au climat. Donc il y a beaucoup d'astuces dans les architectures de cette époque qui permettaient d'avoir une bonne température à l'intérieur. On va traverser. C'est ce mélange d'influences qui fait aujourd'hui la richesse du plateau. On voit bien la différence entre les bâtiments des années 20, 30 avec l'influence Art déco. Ceux qui viennent un petit peu après avec l'influence du béton, avec des lames béton qui font brise-soleil. Et puis ceux qui sont venus pendant les années 70 avec les tours, voilà. Les tours, emblématiques de la skyline d'Abidjan. Comme Manhattan a sa célèbre Wall Street, le plateau a sa rue des Banques. La rue des Banques qui est pile poil dans l'axe de la BCEAO et de la CRAE, en fait, qui sont des organismes de l'UEMOA et qui sont en fait les organismes qui régulent les institutions bancaires. Donc ils sont pile poil dans l'axe de la rue des Banques où on a effectivement que des banques commerciales, mais on a aussi la BAD et la Société Générale un peu plus loin. Allons donc voir d'un peu plus près ce bâtiment étonnant, conçu par l'architecte Henri Chaumette dans les années 1960. C'était vraiment une prouesse de construire avec des détails aussi réguliers. Aujourd'hui, c'est difficile de faire des choses aussi nettes et aussi précises. D'autres grands noms de l'architecture ont donné au plateau son allure de quartier futuriste, avec ses tours qui tutoient le ciel comme un symbole du miracle économique ivoirien. L'ADN du plateau est vertical, pour des raisons d'image. Il est clair qu'à la sortie de la période coloniale, quand on rentre dans la modernité, il est important de le démontrer aussi avec le bâti, qu'on peut faire des choses modernes, qu'on peut faire des choses hautes. Même le site du plateau se prête pas mal à ça, parce que justement étant sur un plateau, il a tendance à accentuer la verticalité des tours, ce qui a valu à Abidjan sa réputation de Manhattan d'Afrique. Jusqu'aujourd'hui. On voit quand même un mélange des genres, avec de la verticalité, avec les tours modernes, avec les bâtiments coloniaux. Donc il y a une vraie richesse qui est vraiment très intéressante à visiter et qu'on ne voit pas au quotidien quand on circule en voiture. La verticalité et des projets qui rivalisent d'inventivité, comme la future tour F ou encore le nouveau pont Alassane Ouattara.
Il trône sur la lagune ébriée, faisant la fierté des Ivoiriens. Retour au cœur du plateau. Un bâtiment détonne par son aspect. La pyramide, construite en 1973 par l'architecte italien Rinaldo Oliveri. D'anciens bureaux et appartements aujourd'hui à l'abandon. Un collectif d'artistes en a fait un lieu d'art. Donc ici on a la pyramide, donc un bâtiment emblématique d'Abidjan, de son skyline, et qui a la particularité d'appartenir à une écriture d'architecture qu'on appelle l'architecture brutaliste, où on montre la structure, on montre les bétons, il n'y a pas de parement, il n'y a pas de peinture, et tout est exposé, en fait tous les matériaux sont exposés dans leur vrai aspect naturel, y compris les lames aluminium en fait, qu'on voit sur la façade, qui le protègent de l'ensoleillement direct. La rumeur publique dit qu'il y a des projets effectivement qui vont permettre de restaurer la pyramide, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. On est plutôt dans l'attente. La pyramide, j'en ai entendu parler, tout le monde parle de ça à Abidjan, on se demande ce que c'est. Et de le voir comme ça, avec plus d'explications, oui, on comprend un petit peu mieux. Un bâtiment chargé d'histoire auquel les fresques redonnent vie, en attendant une réhabilitation. À quelques kilomètres de cette jungle urbaine, un océan de verdure, la forêt du Banco. C'est la deuxième plus grande forêt urbaine dans le monde, après celle de Rio de Janeiro. Plus de 3000 hectares de superficie, dont 600 hectares de forêt primaire. Un refuge pour les animaux comme les oiseaux, les insectes ou encore les singes qui se laissent observer à condition de rester discrets. Jules Oula la parcourt depuis 6 ans comme guide et il y déniche des trésors, comme ces plantes médicinales nichées au creux de la forêt. L'arbre est appelé Alstonia bunei. Et ce sont des arbres qu'on retrouve généralement dans les zones un peu marécageuses. Vous voyez juste derrière là, il y a le marécage. Et l'arbre, dans la médecine traditionnelle ici en Côte d'Ivoire, ils prennent les écorces là, qui vont ajouter de l'eau dedans pour boire. Et donc ça permet de soigner le paludisme. Une flore particulièrement riche. Une trentaine de végétaux en voie de disparition. Et de nombreuses espèces d'arbres. Dabema, Nyango, Framiré. Certains sont centenaires, comme ce fromager vieux de 4 siècles. Ce fromager, il a plus de 400 ans. Il est l'un des gros arbres que nous disposons au parc national du Banco. Et dans la forêt aussi, il y a des chimpanzés qui vont se servir de ces racines-là pour communiquer. On appelle ça le tambourinage. Et donc, je vais faire... C'est comme ça que les chimpanzés font pour communiquer entre eux, puisque généralement ils sont en des sous-groupes. Et donc pour inviter les autres, peut-être à partager un repas, ils vont se servir de ces racines-là. D'autres le considèrent comme un arbre protecteur, parce que dans certaines régions du monde, ils ont ces arbres-là soit à l'entrée ou au milieu du village. Et donc ils garderaient pour eux le secret du village. On peut le dire que c'est un arbre sacré, le fromager. Au-delà de sa biodiversité, le Banco est vital pour la capitale économique ivoirienne. La forêt permet de réguler la pluviométrie et fournit 40% de l'eau potable à la ville, grâce à ses nappes phréatiques. Sous le sol du Banco existe une nappe phréatique. Et cette nappe phréatique va aller alimenter le bassin de la lagune ébriée. Mais en même temps, la SODECI, qui est une société qui nous fournit de l'eau potable à Abidjan, a implanté 22 forages autour du parc national du Banco. Et donc, je pourrais dire que le parc national du Banco fournit à hauteur de 40% de l'eau potable à la ville d'Abidjan. Véritable poumon vert au cœur de la ville, elle absorbe le gaz carbonique
et rejette l'oxygène indispensable aux 6 millions d'Abidjanais. L'oxygène, c'est justement ce que les visiteurs viennent chercher ici. C'est la chance qu'on a justement, on n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour aller en visite quelque part. Donc on a ça chez nous, on profite, voilà. On respire, c'est ça, on respire. L'air est vraiment pur, c'est vraiment la nature, on respire bien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en ville. Quelques kilomètres à pied plus loin, en pleine forêt, un restaurant. On y cuisine des mets locaux, dégustés sur de grandes tablées, dans une ambiance rustique et conviviale. Derrière ce concept, un amoureux de la forêt, Jean-Marc Bini. Il entend bien réconcilier les Abidjanais avec le parc national du Banco. Bon appétit, tout se passe bien. En tout cas, soyez les bienvenus à la forêt du Banco. Nous sommes contents de vous voir. Ça nous fait toujours plaisir de voir toute la famille visiter cette forêt-là qui nous donne beaucoup d'oxygène. Puis je vois que vous vous êtes bien régalés. Ça encore, c'est doublement plaisir. Pour cette mère de famille, venir au Banco est une première. Car le parc jouissait il y a peu encore d'une mauvaise réputation. Avant, j'avais peur même d'ici. Voilà, avec tout ce que j'entendais, j'avais peur, mais aujourd'hui, je vois que vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. C'est bon ici. Pour attirer la clientèle, Jean-Marc Bini les invite à vivre une petite aventure. Vous avez une ligne tyrolienne, vous avez des filets pour tomber dedans. Voilà. Voilà. Elle vient de vaincre sa peur. Il y a l'APA, qui sont ces activités-là. Et puis après, quand ils ont bien appris, ils se laissent guider. Cette figure de l'écotourisme fourmille d'idées. Dans cet espace où plus de 800 espèces d'arbres cohabitent, il veut créer une balade suspendue au niveau de la cime des arbres. J'essaie de voir comment on peut faire une sorte de canopy walk, puis faire des propositions, parce que ces arbres-là sont bien hauts et c'est une particularité qu'on peut exploiter. Voilà. Canopy walk, c'est-à-dire une passerelle pour marcher une passerelle pour marcher au-dessus des arbres. Et bon, ce joyau-là, on va pas le mettre de côté, il faut le valoriser encore plus. Valoriser la forêt, admirer les arbres, au point d'en tirer de l'inspiration, source de fabuleuses créations. Au cœur du quartier de Cocody, à la galerie Cécile Fakouri, nous retrouvons une figure de l'art contemporain ivoirien, James Kokobi. L'artiste y expose ses dernières créations. Derrière ces sculptures, des troncs déracinés, auxquels il redonne vie. Ça, c'est le dabéma. Le dabéma, les habitants l'appellent bois piment. C'est un bois le plus prestigieux, l'un des bois les plus prestigieux de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un seul tronc. Et j'ai dû enlever ici beaucoup. Vous savez que vous imaginez comment il était. Il a pu être plus vieux que la Côte d'Ivoire. Il a été abattu de façon injuste et il a beaucoup souffert. Et j'ai voulu le rendre cette feuille perdue. Et je lui rends hommage par la même occasion. Pendant plusieurs mois, la forêt de la Mée, au centre de la Côte d'Ivoire, a été son atelier. Avec pour seul outil une tronçonneuse, James Kokobi crée et se fait le messager des arbres. Là, il faut l'écouter. Quel âge il a, pourquoi il est tombé, de quelle essence il est. Il nous raconte son histoire et après, on imagine une œuvre. Des œuvres monumentales, comme cette barque longue de 4 mètres, sculptée dans un tronc, symbole d'espoir et de liberté. On est tous dans le même bateau, et quand on est tous dans le même bateau, c'est là l'union se crée. Quand on est dans la barque, il faut traverser, il faut aller de l'avant. Dans ses œuvres, il raconte aussi la souffrance endurée par le peuple ivoirien lors de la construction de rails. Là, tout le groupe s'appelle Soul Train.
Soul Train. Ça parle du travail forcé. Ça parle, c'est ce qui m'a inspiré en fait. L'arbre comme témoin de l'histoire passée de la Côte d'Ivoire, mais aussi de son histoire future. Un arbre qu'il nous invite à protéger. Il faut l'écouter. Vous voyez la vie qui sonne dedans? Ça, c'est la vie, ça. J'emmène les humains à dire, vous respirez par l'arbre, vous respirez, vous mangez, vous vous nourrissez par l'arbre. Aussi longtemps que nous vivons, essayons de garder cet arbre en vie pour que nous en vivions pour nos générations futures et ainsi de suite. Hello James. Ouais, bon. Ça va? Ça va. James fait partie de ces artistes-là qui vont puiser et creuser très loin, très loin dans les racines de la Terre pour raconter notre monde contemporain. Et donc il apporte un discours et un dialogue qui est très précieux aujourd'hui. Abidjan est en train de devenir une place importante dans cet échiquier du monde de l'art en Afrique. Et Abidjan est une place qui compte déjà dans l'art, bien sûr, et qui comptera de plus en plus. Ça, moi, personnellement, j'en ai la certitude. Et on est pas mal d'acteurs aujourd'hui à faire en sorte que ce soit le cas. Il n'y a pas qu'à Cocody que l'art contemporain s'expose. Dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, les habitants ont vu apparaître depuis peu des fresques colorées. Abobo Ezo, j'adore bien et déjà c'est très visible de plus loin et on peut constater vraiment cette beauté. Les eaux, c'est tout simplement comme Abobo est joli, Abobo est beau. Mohamed Togola, 24 ans, aime sillonner les rues de cette commune où il a grandi pour montrer le vrai visage d'Abobo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Je suis photographe. Voilà, je suis en train de faire un documentaire sur la commune d'Abobo. J'aimerais faire une photo de vous. C'est bon? Très rapidement. Ça marche. Un visage joyeux et coloré, à l'image de cette fresque réalisée par le peintre Obou. Avec les codes du street art, le peintre ivoirien représente ici les masques traditionnels de la culture Dan, ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On voit un peu des images un peu sur les immeubles dans les grands pays et on s'est dit que pourquoi pas aussi en faire chez nous, mais avec nos images qui sont de nos réalités au fait, des masques qui sont vraiment ancrés dans nos cultures. Peut-être ailleurs pour trouver cela, il faudrait aller peut-être dans un musée et autres. Chez nous ici à Abobo, on peut en trouver dans les rues. C'est vraiment unique au monde en fait. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Je pense que d'autres communes pourront s'inspirer de cette expertise d'Abobo. Abobo la joie, ou comment l'art peut changer l'image d'un quartier longtemps mal perçu. En tant qu'artiste, on essaye plus ou moins d'être témoin de ce changement de mentalité-là parce que nous sommes convaincus que Abobo est vraiment prêt à changer sur toutes les formes. Depuis peu, Abobo a aussi son musée d'art contemporain, le MUCAT, un lieu de culture ouvert en 2020 qui accueille des ateliers de peinture, une médiathèque et des expositions comme l'Africa Photo Fair. Mohamed a eu la chance d'être sélectionné pour y participer. Ces photos d'Abobo sont exposées avec celles de grands photographes internationaux. Le MUCAT a pour ambition de rapprocher l'art des habitants d'Abobo, mais aussi de faire émerger des talents locaux. Je les aime toutes. Tu as fait un excellent travail. Et tu as travaillé dur. Je suis vraiment contente. Pour moi, le MUCAT est un espace très important. Je n'ai pas vu d'autres lieux semblables en Afrique. Et pourtant, j'ai voyagé et exposé dans beaucoup de pays. Abobo est une commune qui a ses problèmes sociaux. Mais en passant du temps ici, j'ai réalisé qu'il y avait aussi une jeune génération à la recherche de nouvelles opportunités.
Et pour moi, c'était important d'impliquer la jeunesse parce que je voulais montrer la commune et ses habitants à travers leurs regards. Nous avons compris que le fait d'avoir un festival photo encourageait de nouveaux talents à participer à cet élan créatif. J'ai vu très peu de photographes s'intéresser à cette commune-là. Et pour nous, il est intéressant d'être en tant que fils d'Abobo. Voilà, il est plus facile pour nous d'entrer dans les foyers, un peu documentés et autres. Il est plus facile pour nous de montrer ce qu'il y a parce que c'est notre histoire à nous. Personne ne doit raconter notre histoire à notre place. De la commune d'Abobo, riche de sa créativité, nous nous rendons dans la commune métissée de Treichville, avec pour porte d'entrée le Grand Marché. Avec ses plus de 5000 stands, on trouve de nombreux produits du terroir sur ce marché. Les vendeurs travaillent en famille depuis plusieurs générations. Ici, là, c'est la qualité. C'est la qualité. Il n'y a rien à dire. Voilà, bien joli, bien frais. Puis, j'ai vendu avec ma maman plus de 34 ans, je crois. Notre maman a vendu dedans. Maintenant, c'est à notre tour. Donc, ce marché est très important pour nous. Dans ce grand marché de 26 000 mètres carrés, on peut aussi dénicher des pagnes colorées. Vous faites ça combien? Les 3 morceaux à 7 500. 7 500, c'est un peu cher, hein? C'est le prix abordable. Hein. Voilà, je veux ça. Et le nom de ça, et ça s'appelle fleur de mariage. Oh, mais c'est joli ça. Oui, ça c'est fleur de mariage. C'est joli, ça m'intéresse. Quand tu es habillé en pagne, en tout cas chez l'africaine, quand tu es habillé en pagne, ça représente la femme africaine sous le pagne. C'est magnifique, quoi. Et avoir de l'allure à Treichville, ce n'est pas anodin, car la commune est un carrefour de la mode africaine. À chaque coin de rue, on trouve des ateliers de couture, comme nous le montre Cissé Moïse, couturier né à Treichville. Dans la commune, vous avez des ateliers qui sont installés où vous avez plusieurs couturiers d'origines diverses qui travaillent individuellement pour eux-mêmes, mais dans le même ensemble, dans le même atelier. Et chacun paie son loyer sans que cela ne pose un problème. Ah, là par exemple, nous avons cet atelier. Voilà. Bonjour, salam alaikum. Comment vous allez? Oui, ça va bien. C'est quel nom? C'est M. Koumbalé. Vous êtes tailleur ici? Oui, oui. De quelle nationalité? Burkinabé. Nangadef? Ça c'est malien. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Mohamed. Ok. Bonjour. Ah oui, monsieur Ndao. Ça va? Ah, le chef même est assis là. Ah, c'est bien. Ok. Donc toi, tu es de quelle nationalité? Sénégalais. Sénégalais. Cet atelier est un exemple, n'est-ce pas, de vivre ensemble de Treichville. Et cet atelier-là, donc, vous avez toutes les nationalités de la CEDEAO qui s'y trouvent, qui travaillent ensemble de manière solidaire, qui ont une vie presque solidaire commune. C'est vraiment le prototype, c'est l'exemple, n'est-ce pas, du vivre ensemble de la commune de Treichville, et qui fait de Treichville une commune Zassa. Camarade, ouais. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? Ça va. On dit quoi? Oui, ça va bien. Et l'activité? Moi, j'ai appris à Treichville. Je suis devenu patron à Treichville. J'ai formé des gens à Treichville. Ils sont un peu partout aujourd'hui. Donc Treichville, comme je vous ai dit là, c'est le carrefour de la mode africaine. Les couturiers de Treichville ont eu cet avantage d'avoir à leur côté la proximité des vendeurs de mercerie, de tissus. Donc ça veut dire qu'un couturier installé à Treichville,
n'a pas besoin de faire 1 mètre pour avoir ce dont il a besoin pour travailler. Le ruban, le tissu, la mercerie, le fer à repasser, le matériel, tout ce dont il a besoin pour travailler est sur place. Pour comprendre l'âme de Treichville, il faut suivre un autre couturier emblématique, Pathéo. Ici, à Treichville, même si vous êtes à la porte même de votre atelier, vous voyez des gens, des femmes qui passent, qui sont habillées, mais incroyable. La façon d'attacher le foulard déjà, ça vous inspire. La façon d'attacher son pain, ça vous inspire. Même la façon d'être, Treichville, c'est vraiment une des meilleures catégories où on peut vraiment émerger en matière de la mode en tout cas. Parmi les nombreux clients de Pathéo, elles sont à combien? Des chefs d'État. Certains ont particulièrement marqué l'histoire, comme Nelson Mandela. Quand j'ai vu qu'il a porté nos vêtements et qu'il n'a pas ce complexe-là, j'ai dit oui, tout le monde peut porter ça. Et ça nous a vraiment donné à un niveau, enfin, un courage vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant-là, on s'est dit que ce que nous faisons là, ce n'est pas du médiocre. Aujourd'hui, c'est en prévision de la canne que l'atelier fourmille. On nous a confié la confection de responsable de la canne. Donc nous sommes habillés officiels de la co-canne. Vous avez l'orange ici, vous avez le vert. Je suis content qu'on m'a confié ça. Je suis vraiment très content qu'on m'a confié ça. Si à Treichville bat le cœur de la mode, à Grand-Bassam bat le cœur de l'histoire. Cette ville, située à 30 km d'Abidjan, fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900, au temps de l'époque coloniale. Elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La colonie française s'installe à Bassam parce que le roi d'alors était favorable à la présence coloniale. Et ici, vous voyez, il y a la mer à côté qui est une porte d'ouverture vers l'extérieur. Bassam, ça a été l'embryon de la Côte d'Ivoire. En fait, c'était un petit État où il y avait le gouverneur qui était en griffe le président. Il y avait toutes les institutions ici. Il y avait la communication, il y avait le commerce. En fait, c'était toutes ces activités-là qui étaient essentielles pour l'économie de ce petit État-là. Dans le quartier France, de nombreux bâtiments retracent ce passé, où le commerce était florissant. Comme la maison Ganamé, du nom d'un riche commerçant libano-syrien. On avait le rez-de-chaussée et le premier étage qui était la galerie marchande essentiellement. Et tout à fait en haut, on avait les appartements de la famille Ganamé. Donc c'était quand même le gratin de la colonie qui venait faire ses emplettes dans cette galerie marchande-là. D'où les articles venaient essentiellement de l'Orient. Une maison emblématique de l'architecture de l'époque, avec ses plafonds hauts et ses ouvertures pour favoriser la climatisation naturelle. Quelques rues plus loin, nous découvrons l'Hôtel de France, construit en 1900. C'était le premier hôtel de luxe de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous le voyez dégradé, mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment très, très, très joli. Et c'est là qu'a été diffusée la première projection cinématographique. Un hôtel qui a perdu de sa superbe, mais qui tient toujours debout. Un miracle rendu possible par la nature qui a repris ses droits. Le fait que ces maisons-là résistent encore, on le doit à ces arbres.
C'est grâce à ces arbres-là que ces maisons tiennent, parce qu'elles absorbent toute l'humidité qu'ont ces maisons-là, ce qui fait que les maisons arrivent encore à résister. Face à ce patrimoine en péril, certaines rénovations sont en cours, comme l'ancien hôtel des Postes et Douanes, qui sera transformé en musée d'art contemporain. Grand Bassam est riche de son passé, mais aussi de ses artisans, en bordure de lagune, céramistes, bronziers, batiquiers se côtoient. Depuis 25 ans, Conan utilise la technique particulière du batik pour créer ces tissus colorés. Le travail de batik, j'ai appris avec mon oncle. C'est lui qui m'a appris le travail. Et aujourd'hui, je m'en sors dedans parce que il m'a laissé un grand trésor, malgré qu'il n'est pas là, mais c'est ça qui est mon travail. C'est à l'arrière de sa boutique que la magie opère. Il passe au fissage actuellement. Le dessin se fait avec un crayon à la main élevée. Avoir fini de faire, on chauffe la paraffine, comme ce qu'ils sont en train de faire. Il passe la paraffine sur le dessin. Là, ça fixe le dessin. Une fois le motif dessiné à la cire, le tissu est plongé dans un bain de teinture. Les maîtres du batik obtiennent ainsi des motifs uniques. Après un bain d'histoire à Bassam, nous embarquons pour une nouvelle destination étonnante, l'île Boulet. Après une trentaine de minutes de navigation sur la lagune ébriée, nous arrivons dans une baie bordée de belles villas, la baie des milliardaires. Dans cette baie, Rodrigue a ouvert un établissement du même nom. Au programme pour les visiteurs, jeux, jet ski et farniente. Mais le plus beau trésor se situe à l'intérieur des terres, avec ce lac poissonneux, le lac Bacré, que l'on peut découvrir en canoë. Au début, j'avais un peu peur, mais actuellement, ça va. Je pense que je ferai encore la prochaine fois. À cause du calme, il n'y a pas trop de gens. Parce que je travaille toute la semaine, le week-end au moins, il faut se reposer. Donc, c'est un coin apaisant que j'aime beaucoup. Le lac, il faut le vivre pour le comprendre. Et il a une particularité. D'abord, c'est une source d'eau naturelle, de l'eau douce, de l'eau enclavée, et qui est très ventilée parce que le lac est juste, le lac est entre la lagune et la mer. Et au sud, on a la mer. Donc, quand vous avez le vent marin qui vous souffle, depuis le sud, franchement, il y a de quoi à couper le souffle. Sur le lac Bacré, aucun bateau à moteur, car ils sont interdits. L'endroit, paisible, ravit les touristes. Il fait jamais chaud, on a toujours du vent, c'est merveilleux. C'est un coin merveilleux. Voilà. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, mais ce coin-là, c'est vraiment le paradis. Prenons encore un peu plus le large. Partons vers Rassigny, à 1h30 d'Abidjan. Une bande de sable longue de 30 km entre océan et lagune.
Un petit coin de paradis avec ses hôtels et ses villas de luxe. Mais Assini, c'est aussi un parc national, celui des îles Eotile, un archipel de 6 îles. Il faut partir en bateau et s'enfoncer dans les bras de la lagune pour découvrir la mangrove et son arbre roi, le palétuvier. Voilà, c'est la mangrove, comme on le dit. L'arbre même, c'est le palétuvier. Le quoi? Le palétuvier. C'est l'ensemble des racines qui convergent vers le sol qui forment la mangrove. D'accord. C'est là, les poissons, les crustacés viennent se reproduire et après, ils vont au large pour être repêchés. Voilà, donc nous allons sommer ça la maternité de tout ce qui vit dans l'eau. Cette mangrove, habitat de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons, est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Cap sur la seconde île, l'île Méa. Oh mon Dieu! L'exploration demande de se mouiller un peu. Meilleur que le miel! Pour arriver dans cet îlot de verdure. C'est quoi ces fleurs? Voilà, je vais vous expliquer. C'est de la salicorne. C'est comestible, hein? Vous pouvez goûter, très comestible, c'est très bon. Faites cuire dans la vie, c'est très bon, très bon. Voilà. C'est quoi? C'est sucré, c'est salé? Salé. C'est salé. La nature a des raisons que nous-mêmes nous ne savons pas. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est comme ça toute l'année. Hein. Ce n'est pas taillé des mains d'homme. Waouh. Voilà. Wow. Et même la salle, comme vous voyez là, c'est comme ça. C'est la hauteur qui est là. C'est tout bien taillé, comme si c'était l'homme en fait qui avait fait. C'est ça qui est un peu... Je sais pas, je suis émerveillée un peu si tu veux. Je me demande pourquoi on vient pas souvent dans ce genre d'endroit. En plus, l'eau est bonne, il y a de l'air frais, c'est beau. Franchement, j'aime trop ce genre d'endroit. Je suis contente d'être là. L'île compte aussi une faune importante. 128 espèces d'oiseaux. L'expédition continue en direction de la 3e île, l'une des plus grandes et à la biodiversité florissante. On y découvre des arbres étonnants. Ici, nous l'appelons le bois de fer. Pourquoi? C'est un bois très dur. Il faut dire que ce bois-là, dans la colonisation, c'est ce que d'abord le colonisateur a utilisé pour faire d'abord les traverses des chemins de fer. Ouais, un bois très dur. Donc il n'a pas encore atteint sa taille. Non, voilà, il grossit, hein, voilà, il grossit. Le sparadrap africain. Pourquoi? Parce que à l'instant où vous sentez des douleurs au niveau de l'articulation, même du rhumatisme, quelque chose, quelques douleurs, vous prenez une feuille comme ça, vous pouvez passer sur du feu. Quand ça se ramollit, vous collez sur la partie qui vous fait mal, ça soigne la douleur. Voilà, donc nos parents se soignaient ici. Tu peux tenir. Étonne-nous, hein? Étonne-nous, à nous revoir. Retour dans la capitale économique ivoirienne. Au bord de la lagune, un irréductible village résiste. Blocos a su conserver ses traditions et son esprit de village. Face à la modernité et à l'urbanisation de la ville d'Abidjan.
L'une de ces traditions, la fabrication de l'atiéké, un incontournable de la gastronomie ivoirienne, réalisé par ces femmes à partir de tubercules de manioc. Ça, on appelle ça le manioc. C'est ça, on le piche et puis on casse, on renverse là-bas, on lave et puis on écrase dans une machine. On tourne pour que ça puisse sécher. Il faut de la force. Et là, je vais voir si c'est sec. Je vais enlever, puis je vais gratter pour te montrer. C'est sec. Et là, je vais gratter. Là, c'est sorti. Les grains d'abodjama sont sortis. Je vais renverser. Là, si là-bas est sec, on va enlever pour aller sécher ce qu'on a tapé. Quand c'est sec, et puis on soulève. Là, les bois sortent. Là, c'est que c'est important, mais ça doit être bien fait. Pour ne même pas qu'il y a petit sable même dedans même. Donc, on prend tout notre temps pour bien faire, pour que ça soit bien doux. Lorsque ça voyage pour partir, pour que les gens puissent aimer pour manger. Tout est réalisé de manière artisanale, au bord de la lagune, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard. Quand on fait de l'atiéké, c'est toujours au bord de la lagune, on fait parce que la place est bien grande, c'est libre. Et puis, on a besoin du vent. Le vent pour soulever, pour enlever la saleté là-dedans. Voilà pourquoi on fait au bord de la lagune. Parce que c'est large, tout le monde peut travailler tranquillement. À quelques rues de là, une autre tradition s'offre à nous, celle de la danse guerrière. La danse guerrière est très importante. C'est comme si on demandait aux habitants de Blocos de venir faire le recensement. C'est les parents, les grands-parents qui nous ont légué cette danse-là. Pour ne pas perdre la culture, notre culture, ils ont initié la danse guerrière. Et l'ébrier sans culture n'est pas ébrié. C'est évident. Le quartier de Blocos fonctionne comme un village, avec une chefferie à la tête de la communauté. Blocos est dans Abidjan. Mais ils savent que c'est un village. Même les autorités savent que ici c'est un village. Il y a des lois qui sont établies. Il faut les respecter. S'il y a un problème, vous avez un problème, c'est à la chefferie qu'on règle ce problème. Vous avez un problème, c'est à la chefferie. On ne va pas, on ne court pas au commissariat. Le commissaire, il sait qu'à Blocos, il y a au moins une structure qui s'occupe de tout ça. Les palabres, c'est jovial. Il y a des gens qui viennent, on a créé des maquis au bord de l'eau où les gens vont s'amuser et qui rentrent tranquillement chez eux. Je suis inhabituée de Blocos. Je viens avec souvent mes copines et tout, pour venir s'asseoir, s'amuser un peu. Le vent là qui te frappe, tu es trop à l'aise. En fait, tu es comme au paradis, quoi. Entre tradition et modernité, entre urbanisme et grands espaces tournés vers la forêt, la lagune et l'océan, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'a pas fini de surprendre.